Salam alaikum et bienvenue. En ce 14 juillet 2026, commençons par une nouvelle qui devrait vous rendre fiers. L'Algérie vient officiellement de rejoindre le club préfermé des 10 plus grandes puissances mondiales du gaz. Et oui, vous avez bien entendu. Sur le marché espagnol, notre pays devance désormais la Russie et les États-Unis, tandis que son gaz s'impose comme une véritable arme diplomatique face à l'Europe. Mais comment l'Algérie a-t-elle réussi à passer du statut de simple fournisseur à celui d'acteur incontournable capable de faire plier ses partenaires? C'est précisément ce que je vais vous expliquer. Et ce n'est que le début. Au cours de cette vidéo longue et détaillée, nous reviendrons également sur une décision qui concerne des millions de voyageurs. L'allocation touristique de 750 € ne sera désormais plus versée en espèces, une mesure qui provoque déjà la polémique. Nous nous intéresserons ensuite au défi brûlant de cet été marqué par un pic historique de consommation électrique et par une vague de chaleur exceptionnelle alimentée par le phénomène El Niño. Enfin, nous entrerons au cœur du scandale retentissant des moutons de l'Aïd, une affaire dans laquelle la justice vient de faire de graves révélations. 4 grands chapitres nous attendent, du plus stratégique au plus explosif. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé et suivons ensemble avec précision et honnêteté cette Algérie qui avance. C'est parti. Partie 1. Le gaz algérien comme levier de négociation avec l'Europe. Une Algérie désormais installée dans le top 10 mondial. Commençons par cette montée en puissance spectaculaire de l'Algérie sur le marché mondial du gaz. Notre pays vient officiellement d'intégrer le club très fermé des 10 premiers exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, le GNL. Une entrée qui confirme pleinement la puissance gazière algérienne et qui transforme progressivement le gaz national en véritable levier de négociation stratégique face à l'Europe. Rappelons ce qu'est exactement le GNL. Il s'agit de gaz naturel refroidi puis transformé en liquide afin de pouvoir être transporté par navire partout dans le monde. Appartenir aux 10 principaux exportateurs mondiaux signifie donc se placer parmi les acteurs majeurs de ce marché stratégique aux côtés de géants comme le Qatar, les États-Unis, l'Australie ou encore la Russie. Et cette performance ne repose pas sur de simples annonces. Elle s'appuie sur des chiffres solides que nous avons déjà évoqués dans nos vidéos précédentes. Ces derniers mois, les exportations algériennes de GNL ont atteint des niveaux records. Mais surtout, l'Algérie vient de franchir une étape historique. Pour la première fois, une cargaison de GNL algérien a été livrée directement à l'Allemagne au terminal de Wilhelmshaven. Une percée majeure qui permet à l'Algérie de diversifier sa clientèle au-delà de ses marchés traditionnels, notamment l'Italie, l'Espagne et la France. Et justement, intéressons-nous maintenant à la position dominante de l'Algérie sur le marché espagnol, car elle révèle toute l'ampleur de cette montée en puissance. L'Algérie demeure le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne et devance largement ses principaux concurrents, y compris la Russie et les États-Unis. Sur le marché du gaz, l'Algérie fournit une part considérable de la consommation espagnole. Et cette position de force lui confère une influence réelle non seulement dans ses relations avec l'Espagne, mais aussi plus largement avec l'ensemble de l'Europe. C'est précisément ici qu'intervient la notion de levier de négociation. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que le gaz ne représente pas uniquement une source de revenus pour l'Algérie. Il constitue également un véritable instrument de puissance diplomatique. Dans un contexte où l'Europe cherche désespérément à sécuriser ses approvisionnements énergétiques, en particulier depuis la réduction drastique des livraisons de gaz russe, l'Algérie s'impose comme un fournisseur fiable, stable et géographiquement proche. Une situation qui renforce considérablement son poids dans les négociations avec les pays européens. Grâce à cette position, l'Algérie peut obtenir de meilleures conditions, non seulement sur les prix du gaz, mais aussi sur d'autres dossiers stratégiques. Les investissements européens sur son territoire, les transferts de technologies, la coopération industrielle et même certains sujets diplomatiques. Le gaz devient ainsi une carte maîtresse dans le jeu diplomatique algérien. C'est ce que l'on appelle la diplomatie énergétique. Un domaine que l'Algérie maîtrise de mieux en mieux. Un exemple concret illustre parfaitement cette stratégie. Le 23 juin, l'Algérie, le Qatar, le Nigeria et un autre pays producteur ont adressé un courrier commun à Bruxelles.
Ces grandes puissances gazières ont décidé de coordonner leur position face à l'Union européenne, notamment sur les réglementations européennes qui influencent directement le marché du gaz. Ce geste montre une chose essentielle. L'Algérie ne se contente pas de subir les décisions européennes. Au contraire, elle cherche activement à peser sur elles en construisant des alliances avec d'autres pays producteurs. Il faut aussi s'arrêter sur une dimension devenue incontournable, l'environnement. Car aujourd'hui, la puissance énergétique ne se mesure plus seulement à la quantité de gaz vendu, mais également à la manière dont ce gaz est produit. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a récemment reçu le directeur général de la société norvégienne Equinor. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération avec Sonatrach dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation et le développement des technologies bas carbone. L'objectif de l'Algérie est donc clair. Il ne s'agit plus uniquement de vendre son gaz, mais de le produire de façon plus propre afin de répondre aux exigences environnementales croissantes de ses clients européens, tout en préparant l'avenir. Et cet avenir s'inscrit directement dans le grand projet dont nous avons déjà parlé, l'hydrogène vert. Avec la visite de Tebboune à Berlin le 16 juillet, l'Algérie prépare déjà l'étape suivante, celle qui consiste à devenir un fournisseur majeur d'hydrogène vert pour l'Europe par l'intermédiaire du corridor Soutache 2. Autrement dit, le gaz d'aujourd'hui sert à financer et à préparer l'énergie propre de demain. C'est une stratégie à la fois cohérente et intelligente. En résumé, l'Algérie a compris que ses ressources gazières représentent bien davantage qu'une simple source de revenus. Elle lui donne de la puissance, renforce son influence et lui assure une place de choix dans le concert des nations. Dans un monde qui cherche désespérément à garantir sa sécurité énergétique, l'Algérie possède des atouts précieux. Et désormais, elle sait les faire valoir avec habileté. Partie 2. Conseil des ministres, allocation touristique par carte bancaire et ultimatum numérique. Passons maintenant aux décisions majeures prises lors du dernier Conseil des ministres présidé par le président Abdelmadjid Tebboune le dimanche 12 juillet. Cette réunion a abouti à plusieurs mesures à effet immédiat qui concernent directement la vie quotidienne des Algériens. Parmi toutes les annonces, 2 décisions se distinguent particulièrement et méritent que l'on s'y attarde en détail. La première, et certainement la plus commentée, concerne l'allocation touristique de 750 €. Désormais, cette somme ne sera plus remise en espèces. Elle sera versée uniquement par l'intermédiaire d'une carte bancaire. Pour le moment, cette décision est présentée comme une mesure provisoire. Mais avant d'expliquer les raisons de ce changement, rappelons ce qu'est exactement l'allocation touristique. Il s'agit d'un droit de change accordé aux voyageurs algériens qui se rendent à l'étranger. Depuis le 20 juillet 2025, son montant s'élève à 750 € par an pour les adultes et à 300 € pour les mineurs. Grâce à cette allocation, les citoyens peuvent obtenir des devises au taux de change officiel, un taux largement plus avantageux que celui pratiqué sur le marché parallèle. Alors, une question se pose immédiatement. Pourquoi les autorités ont-elles décidé de remplacer le versement en espèces par une carte bancaire? La justification avancée par le Conseil des ministres est très claire. Il s'agit de lutter contre la fraude. D'après le communiqué officiel, cette décision intervient après la découverte de graves dépassements ayant entraîné une véritable saignée des réserves en devises, alors même que les véritables bénéficiaires ne profitaient pas toujours de l'allocation touristique. Mais en quoi consistait exactement cette fraude? Il faut l'expliquer concrètement, car le mécanisme est édifiant. Des intermédiaires des réseaux de spéculation et même certaines agences de voyage avaient mis au point un système permettant de détourner cette allocation. Des déplacements étaient organisés principalement vers la Tunisie voisine afin que des bénéficiaires puissent retirer leurs 750 € au taux officiel. Une fois les devises obtenues, elles étaient revendues sur le marché parallèle où la valeur de l'euro est bien plus élevée. L'écart entre les 2 taux permettait alors de réaliser un bénéfice considérable, parfois équivalent à plusieurs mois de salaire. Le ministre de l'Intérieur avait d'ailleurs révélé des chiffres particulièrement alarmants. En seulement 1 mois et demi, 100 000 cas de fraude auraient été constatés. Il avait également signalé l'entrée de 5 000 bus vers la Tunisie entre novembre et décembre, une période durant laquelle les Algériens n'ont pourtant pas l'habitude de se rendre massivement dans ce pays voisin. Certains fraudeurs allaient encore plus loin.
Ils faisaient tamponner leur passeport à la frontière tunisienne pour donner l'impression qu'ils avaient réellement quitté le territoire avant de revenir avec leur pécule intacte en empruntant des points de passage non surveillés. À la fin du mois de septembre 2025, le président Tebboune estimait déjà à 400 millions d'euros le montant total des retraits effectués au titre de l'allocation touristique depuis son entrée en vigueur. Face à cette hémorragie de devises, le passage à la carte bancaire vise donc à rendre chaque transaction traçable et vérifiable. Avec ce système, il devient impossible de récupérer discrètement des billets pour les revendre ensuite sur le marché noir. Les courtiers qui prospéraient grâce à cette faille se retrouvent ainsi de fait exclus du mécanisme. Voilà donc l'objectif affiché de cette mesure. Mais comme toujours sur cette chaîne, je vais être totalement honnête avec vous. Cette décision soulève également des inquiétudes parfaitement légitimes. Car dans les faits, accéder aux 750 € revient désormais à devoir posséder une carte bancaire internationale. Or, ce type de carte reste encore peu répandu en Algérie. Pour en obtenir une, il faut généralement ouvrir un compte en dinars, puis disposer d'un compte en devises, souscrire à la carte, payer une cotisation annuelle et parfois respecter un montant minimal de dépôt. Les conditions et les tarifs varient d'une banque à l'autre, mais certaines cartes peuvent coûter plusieurs milliers de dinars par an. Et surtout, le principal obstacle demeure le compte en devises, puisqu'il faut l'alimenter en euros ou en dollars. Autrement dit, pour pouvoir bénéficier des 750 € accordés par l'État, il faut parfois déjà posséder des devises au préalable. C'est là que le problème apparaît. L'étudiant qui souhaitait passer une semaine en Tunisie, le retraité qui ne possède aucun compte en devises, ou encore le salarié aux revenus modestes, risque de se retrouver face à un véritable mur bancaire. Exactement comme les fraudeurs que cette mesure cherche à écarter. Le danger est donc évident en voulant filtrer les fraudeurs. Le dispositif pourrait ne faire aucune distinction entre les réseaux de spéculation et les voyageurs modestes qui utilisent cette allocation honnêtement. Il faut néanmoins apporter une précision importante. Les modalités pratiques de cette mesure n'ont pas encore été entièrement détaillées. La Banque d'Algérie ainsi que les différents établissements bancaires doivent encore publier les textes d'application. Le montant de l'allocation lui reste fixé à 750 €. Il n'est pas remis en cause. Seule la méthode de versement change. Il faut donc espérer que les autorités mettront en place des solutions permettant de faciliter l'accès aux cartes bancaires afin que cette mesure destinée à lutter contre la fraude ne finisse pas par pénaliser les voyageurs honnêtes. La deuxième grande décision prise lors de ce Conseil des ministres concerne la numérisation de l'administration. Et sur ce dossier, le président Tebboune a fixé un véritable ultimatum. Tous les ministères disposent désormais d'un délai maximal d'1 mois pour interconnecter leurs systèmes informatiques par l'intermédiaire du Centre national des données. Cette décision est particulièrement importante. Nous avons récemment évoqué l'inauguration du Data Center national à Mohammedia et à Blida. Avec cet ultimatum, le gouvernement vient en quelque sorte activer concrètement cette nouvelle infrastructure. L'objectif recherché porte un nom, l'interopérabilité. Autrement dit, les différentes administrations doivent être capables d'échanger leurs données entre elles de manière fluide, rapide et sécurisée. Concrètement, un citoyen ne devrait plus avoir à présenter 10 fois le même document auprès de 10 services administratifs différents. Les informations pourront être transmises directement d'une administration à une autre. C'est donc la fin annoncée de cette bureaucratie kafkaïenne des dossiers répétés inutilement et des files d'attente interminables. En imposant un délai aussi court, le président Tebboune affiche clairement sa volonté d'accélérer et de forcer le rythme. Car trop souvent, les projets de numérisation restent bloqués ou traînent pendant plusieurs années. Le message envoyé à l'administration est donc sans ambiguïté. La transformation numérique n'est désormais plus une simple option. Elle devient une urgence nationale. Mais le Conseil des ministres ne s'est pas limité à ces 2 mesures phares. Plusieurs autres dossiers ont également été examinés. Il a notamment été question du suivi des accords de coopération conclus avec le Niger et le Tchad, en particulier dans les secteurs de la production d'électricité, des infrastructures et des échanges commerciaux. Le développement de l'écosystème national des startups a également été abordé, tout comme la préparation de la saison touristique avec un plan destiné à encourager le tourisme intérieur auprès des familles algériennes. Enfin, un projet de jumelage entre les villes de Tipaza et de Kansas City aux États-Unis a été évoqué comme symbole des bonnes relations entre l'Algérie et les États-Unis. Autant de décisions qui montrent un gouvernement actif et engagé simultanément sur de nombreux fronts. Partie 3. Canicule et pic électrique record.
l'Algérie face aux défis de l'été et du phénomène El Niño. Pour ce troisième chapitre, revenons à une réalité très concrète qui touche directement le quotidien des Algériens en cet été 2026. La chaleur intense et toutes les conséquences qu'elle entraîne. Car aujourd'hui, l'Algérie doit faire face à 3 phénomènes étroitement liés. Une importante vague de chaleur, un record historique de consommation électrique et l'intensification d'un phénomène climatique mondial bien connu, El Niño. Commençons par la consommation d'électricité. Dimanche après-midi, la demande nationale en énergie électrique a atteint un nouveau sommet historique de 21 176 MW. Ce chiffre exceptionnel témoigne à la fois de l'intensité de la chaleur actuelle et du développement du pays. Mais pourquoi la consommation augmente-t-elle autant? La réponse est très simple. La climatisation. Lorsque les températures montent, des millions de foyers, de commerces et d'administrations mettent leurs climatiseurs en marche au même moment. Cette demande massive et simultanée fait alors exploser la consommation électrique. Et ce phénomène se répète chaque année. Avec des températures toujours plus élevées et des climatiseurs de plus en plus répandus dans les logements et les lieux de travail, les records de consommation sont régulièrement dépassés. Mais ce nouveau pic peut être interprété de 2 manières. D'un côté, il représente un véritable défi pour le pays. Le réseau électrique doit être capable de répondre à cette demande exceptionnelle sans faillir, sans saturation et surtout sans coupure. De l'autre, ce record traduit également une forme de progrès social. Le fait qu'un nombre croissant d'Algériens puissent s'équiper de climatiseurs et améliorer leur confort de vie montre une élévation du niveau de vie, ainsi qu'un accès désormais largement généralisé à l'électricité. Il faut d'abord saluer un point essentiel. Malgré ses records successifs de consommation, l'Algérie réussit globalement à garantir son approvisionnement en électricité. Cette performance ne doit rien au hasard. Elle est le résultat des investissements massifs réalisés ces dernières années dans les capacités nationales de production électrique. De nombreuses centrales ont été construites, permettant aujourd'hui au pays de disposer d'une marge de production confortable. L'Algérie est même capable d'exporter de l'électricité vers plusieurs pays voisins, notamment la Tunisie et la Libye. Cette sécurité énergétique constitue un acquis particulièrement précieux que beaucoup de pays de la région nous envient. Mais ces pics records rappellent également une autre priorité: la nécessité d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Grâce à son ensoleillement exceptionnel, l'Algérie possède l'un des potentiels solaires les plus importants au monde. Le développement de cette énergie permettrait de produire une électricité propre précisément au moment où la demande est la plus forte, en été, en pleine journée, lorsque le soleil atteint son zénith et que les climatiseurs fonctionnent à plein régime. C'est pour cette raison que les grands projets solaires comme le programme de 1000 MW sont aussi stratégiques pour l'avenir énergétique du pays. Mais intéressons-nous maintenant à la vague de chaleur elle-même. Un bulletin météorologique spécial a placé plusieurs wilayas du pays sous le coup d'une importante vague de chaleur. Dans de nombreuses régions, les températures atteignent des niveaux particulièrement élevés, notamment dans le sud, sur les hauts plateaux, mais également le long du littoral. Et ces épisodes de chaleur extrême ne sont jamais sans conséquences. Ils menacent directement la santé des personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants et les malades. Ils exercent aussi une forte pression sur l'agriculture et sur les ressources en eau, tout en augmentant considérablement les risques d'incendie de forêt, un fléau malheureusement récurrent pendant les étés algériens. Face à cette situation, quelques règles de prudence doivent être rappelées. Il est essentiel de boire beaucoup d'eau, d'éviter toute exposition au soleil pendant les heures les plus chaudes, de prendre régulièrement des nouvelles des personnes âgées ou isolées et de rester extrêmement vigilant face à tout ce qui pourrait provoquer un départ de feu, en particulier dans les zones forestières. Mais élargissons maintenant notre regard, car cette chaleur ne concerne pas uniquement l'Algérie. Elle s'inscrit dans un phénomène climatique beaucoup plus vaste. L'Organisation des Nations Unies a récemment lancé une alerte concernant le renforcement rapide d'El Niño, un phénomène climatique naturel actuellement en cours et qui devrait atteindre une forte intensité. Mais qu'est-ce qu'El Niño exactement? Il s'agit d'un réchauffement anormal des eaux de surface de l'océan Pacifique. Un réchauffement qui entraîne des répercussions sur le climat à l'échelle mondiale. El Niño modifie les régimes de précipitation, provoque des sécheresses dans certaines régions, des inondations dans d'autres et contribue généralement à faire augmenter les températures mondiales. Pour l'Algérie, son intensification pourrait donc affecter les précipitations et exercer une pression supplémentaire sur les ressources en eau déjà fragilisées par une sécheresse structurelle. C'est un élément de plus qui souligne l'importance stratégique des grands projets de dessalement de l'eau de mer dont nous avons déjà parlé.
Grâce à ces infrastructures, le pays peut progressivement réduire sa dépendance aux pluies. Ce chapitre consacré à la chaleur et à l'électricité nous rappelle finalement une réalité essentielle. Derrière les grands contrats internationaux et les annonces diplomatiques, il existe le quotidien concret des citoyens. Garantir l'électricité pendant les périodes de canicule, protéger la population contre les fortes chaleurs, sécuriser les ressources en eau et prévenir les incendies sont des missions vitales de l'État. Elles sont tout aussi importantes que les grands projets destinés à préparer l'avenir. Et sur ce terrain, l'Algérie tient globalement bon, même si les défis climatiques exigeront des efforts de plus en plus importants dans les années à venir. Partie 4. Le scandale des moutons de l'Aïd, quand la justice frappe. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, intéressons-nous à une affaire qui a provoqué beaucoup de réactions en Algérie et qui touche à un enjeu essentiel, la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Il s'agit du scandale lié à l'importation des moutons destinés à l'Aïd, une affaire dans laquelle la justice vient de faire de graves révélations. Pour bien comprendre ce dossier, reprenons les faits depuis le début, car cette affaire est particulièrement instructive. À l'occasion de l'Aïd el-Adha, la grande fête du sacrifice, l'Algérie avait décidé d'importer un nombre considérable de moutons afin de répondre à la forte demande des familles et de stabiliser les prix. Cette vaste opération d'importation, financée ou facilitée par l'État, poursuivait un objectif social tout à fait louable: permettre au plus grand nombre possible de familles algériennes d'accomplir le rite du sacrifice sans subir une envolée des prix. Mais derrière cet objectif, des dérives et des soupçons de détournement sont apparus. Et c'est précisément à ce moment-là que la justice est entrée en action. Le parquet a fait de graves révélations concernant cette opération d'importation. 2 millions de moutons et un véritable coup de filet judiciaire a été lancé. D'après les informations rapportées, l'enquête aurait mis au jour d'importantes irrégularités dans la gestion de cette opération. Des sommes considérables étaient en jeu, tandis que des soupçons de corruption, de détournement de fonds et d'abus pèsent désormais sur plusieurs personnes impliquées dans le processus. La justice cherche donc à déterminer précisément comment les fonds ont été utilisés, si les procédures prévues ont bien été respectées et si certains intermédiaires ont profité illégalement de cette opération au détriment de l'intérêt public. Cette affaire ne se résume pas à son aspect spectaculaire. Elle est importante à plusieurs niveaux, et je veux vous expliquer précisément pourquoi. Premièrement, elle montre que la justice algérienne s'attaque aux dossiers de corruption, y compris lorsqu'ils concernent des opérations sensibles et fortement médiatisées. La lutte contre la corruption représente un enjeu majeur pour l'Algérie. Pendant des années, certaines pratiques ont gangréné plusieurs secteurs de l'économie et de l'administration en détournant des ressources qui auraient normalement dû profiter au peuple. Chaque affaire portée devant la justice et chaque responsable contraint de rendre des comptes participe donc à l'assainissement de la vie publique et à la restauration de la confiance des citoyens. Deuxièmement, cette affaire met en lumière les difficultés liées aux importations. L'Algérie importe encore un grand nombre de produits et ces opérations deviennent parfois le terrain de pratiques frauduleuses. Surfacturation, fausses déclarations ou encore détournement. C'est justement pour combattre ces dérives que l'État a récemment mis en place un triple contrôle des importations et qu'il accélère la numérisation des procédures afin de rendre l'ensemble du processus plus transparent et plus facilement traçable. Le lien avec la partie précédente de notre vidéo consacrée à la numérisation apparaît ici clairement. Plus les opérations sont dématérialisées et suivies avec précision, plus les possibilités de fraude diminuent. Troisièmement, cette affaire soulève une question beaucoup plus large, celle de la souveraineté alimentaire. Si l'Algérie se voit contrainte d'importer 1 million de moutons pour répondre aux besoins de l'Aïd, cela signifie que la production nationale reste insuffisante. C'est précisément pour réduire cette dépendance aux importations que le pays cherche à développer son élevage national, notamment à travers le grand projet Baladna, consacré à la production de lait et de viande, mais aussi grâce à la coopération avec le Kazakhstan dans le secteur de l'élevage. Produire davantage localement permettrait non seulement de renforcer la sécurité alimentaire du pays, mais également de limiter les occasions de fraude liées aux opérations d'importation. Il faut bien sûr rester prudent et laisser la justice accomplir son travail. À ce stade, nous parlons encore de révélations et d'enquêtes en cours. Toutes les personnes concernées bénéficient donc de la présomption d'innocence tant que leur culpabilité n'a pas été éventuellement établie par un tribunal. Nous continuerons à suivre l'évolution de cette affaire, mais le signal envoyé en Algérie est déjà très clair.
Les détournements de fonds publics, même lorsqu'ils concernent des opérations à vocation sociale comme l'importation des moutons de l'Aïd, ne resteront pas impunis. C'est un message de fermeté qui va dans le bon sens. Celui d'un État déterminé à protéger l'argent public et à faire en sorte qu'il soit réellement mis au service des citoyens. Car la transparence et la bonne gouvernance sont des conditions indispensables au développement. Et cette affaire montre que même si le chemin reste difficile, l'Algérie avance réellement dans cette direction. Voilà qui conclut ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 14 juillet 2026. Une semaine particulièrement riche, marquée par les décisions gouvernementales, la montée en puissance énergétique, les défis climatiques et la lutte contre la corruption. Récapitulons maintenant les points essentiels. Tout d'abord, le gaz algérien s'impose de plus en plus comme un puissant levier de négociation face à l'Europe. L'Algérie vient d'intégrer le top 10 mondial des exportateurs de gaz naturel liquéfié et conserve sa place de premier fournisseur de l'Espagne devant la Russie et les États-Unis. Une position qui témoigne d'une diplomatie énergétique algérienne de plus en plus habile, influente et stratégique. Ensuite, le Conseil des ministres du 12 juillet a adopté 2 décisions majeures. La première concerne l'allocation touristique de 750 € qui sera désormais versée par carte bancaire afin de lutter contre la fraude et contre l'hémorragie des réserves en devises. Une mesure qui poursuit un objectif légitime, même si elle suscite également des inquiétudes pour les voyageurs les plus modestes. La seconde décision est un ultimatum d'1 mois imposé à l'administration pour accélérer la numérisation et assurer l'interconnexion de l'ensemble des ministères. L'Algérie doit également affronter un autre défi majeur. Un pic historique de consommation électrique dépassant les 21 000 MW, accompagné d'une vague de chaleur intense et de l'intensification du phénomène El Niño. Jusqu'à présent, le pays parvient globalement à répondre à cette demande exceptionnelle grâce aux investissements réalisés dans ses capacités de production électrique. Mais cette situation rappelle aussi l'urgence d'accélérer le développement des énergies renouvelables et de poursuivre les grands projets de dessalement de l'eau de mer. Dans le même temps, la justice a fait de graves révélations dans le scandale lié à l'importation des moutons de l'Aïd. Une affaire qui illustre la volonté affichée de l'État de lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics, tout en posant une question essentielle pour l'avenir du pays, celle de la souveraineté alimentaire. Le gaz, l'allocation touristique, la canicule et les moutons de l'Aïd. 4 sujets très différents en apparence, mais qui renvoient finalement à une seule et même image. Celle d'une Algérie qui cherche à mieux gérer ses ressources, à renforcer sa puissance, à protéger ses citoyens et à assainir sa vie publique. Avec ses réussites et ses difficultés, ses progrès et ses défis, c'est cette Algérie bien réelle que nous suivons ensemble, sans complaisance, mais également sans dénigrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a permis d'apprendre quelque chose et de mieux comprendre votre pays, pensez à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous, aussi bien en Algérie qu'au sein de la diaspora. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle mesure concernant l'allocation touristique. Est-ce une bonne solution pour lutter contre la fraude ou risque-t-elle de devenir un obstacle pour les voyageurs? Votre avis m'intéresse. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble avec passion et honnêteté cette Algérie qui avance.